porte de Pézenas qui est là-bas. Oui, 208 Kiev, Biche 1, Morane. Tu vois, il y a notre petit feu là. Sur les températures, les signaux sont très clairs. On avait déjà fait ces constats-là sur l'ensemble du Languedoc-Roussillon dans d'autres précédents travaux. Et on s'aperçoit que les températures ont largement augmenté entre les années 80 et maintenant. C'est aux alentours de 1 degré en température moyenne annuelle. Au niveau de la COP21 et des accords de Paris, on a essayé de s'arrêter sur 1,5 degré maximum de température, qui est une température seuil en deçà de laquelle on pense qu'on aura des effets irréversibles. Donc là, nous, on aurait déjà, sur notre département de l'Hérault, 1 degré. Et ensuite, il y a une saisonnalité aussi qui est importante, c'est-à-dire qu'on a des hausses de température plus importantes l'été et le printemps que l'hiver et l'automne. Donc on a des étés plus chauds, des printemps plus chauds, des automnes un peu plus chauds et des hivers légèrement plus chauds. Avant les années 80, on était plutôt en dessous de la normale, et après les années 80, on est systématiquement, quasiment toutes les années, au-dessus de la normale. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a une information climatique très claire, il y a un signal très clair. Donc on peut penser qu'à partir des années 80, il y a un effet seuil d'accumulation de gaz à effet de serre qui fait qu'on bascule vers des températures plus importantes. C'est vrai que le génie humain, il est important et il arrive à trouver des solutions à beaucoup de choses. On peut penser, enfin certains le pensent du moins, qu'à un moment, le forçage naturel sera tel, les contraintes climatiques seront telles, qu'on va être en limite de technique pour au moins sur les pays qui sont moins développés que le nôtre et qui vont être plus contraints d'un point de vue du changement climatique mondial, puisqu'en fin de compte, les changements sont en plus hétérogènes. En fin de compte, les changements les plus importants vont se trouver sur la zone Afrique subsaharienne, Afrique sahélienne, etc. Et un peu moins sur nos pays occidentaux, même si des changements importants sont à atteindre. La réponse technique que l'on va pouvoir faire à ces enjeux climatiques risque à un moment ou un autre d'être en limite. C'est pour ça qu'on a eu ces accords de Paris avec cet enjeu de stabilité de température à 1,5 degré, température au-delà duquel on pense que les changements sont irréversibles et que la réponse technicienne qu'on pourra apporter ne sera plus à la mesure des difficultés rencontrées. Pour des printemps plus chauds, il y en a qui trouvent ça bien, c'est vrai que c'est agréable d'un point de vue quotidien. Des étés plus chauds, on peut être confronté à des problèmes, notamment en ville, avec des problèmes d'îlots de chaleur urbains. Donc l'îlot de chaleur urbain, c'est un phénomène qui fait qu'on est, à certains endroits d'une ville, on est sur des endroits plus chauds qu'à d'autres endroits de la ville, et en particulier à l'extérieur de la ville. Et si ce phénomène prend de l'ampleur, on peut être dans des inconforts, voire dans des situations sanitaires ennuyeuses pour certaines personnes fragiles, les personnes âgées, les nourrissons, pour lesquels on a vraiment un besoin de retomber de niveau de température la nuit. L'îlot de chaleur pose un problème, en particulier la nuit, lorsque les températures ne baissent pas suffisamment pour avoir un repos physiologique de l'organisme. Il faut en tenir compte lorsqu'on va construire une nouvelle zone, donc essayer vraiment de calculer une aérolique, un aménagement, une hydraulique de la zone, des espaces verts pour essayer de se prémunir face à ces phénomènes-là. Et puis ça peut être intéressant aussi lorsqu'on est dans un réaménagement d'une zone, une rénovation urbaine par exemple, de mettre aussi ce paramètre en question avec d'autres paramètres évidemment, de densité urbaine, de réseau, etc., des paramètres plus techniques pour essayer de caler un modèle de développement plus propice à réduire ce phénomène d'îlot de chaleur urbain. Mais en fin de compte, lorsqu'une collectivité met en place une problématique d'aménagement, donc elle le cale sur principalement des documents d'urbanisme, donc qui sont des documents relativement lourds à mettre en œuvre. Et souvent, le déterminant climatique n'est pas le déterminant majeur du choix de la collectivité. Et pourtant, la réflexion sur l'urbanisme est la mère de toutes les réflexions d'un point de vue de la maîtrise de l'enjeu climatique sur une agglomération. Oui. Les standards actuels, c'est-à-dire les bonnes pratiques environnementales actuelles, sont déjà de nature à résoudre une partie du problème climatique qui va se poser dans 10, 20, 30, 50 ans. Donc typiquement, quelqu'un qui au jour d'aujourd'hui aurait une politique très énergique sur la réduction des fuites des réseaux d'eau, évidemment on est sur de la bonne pratique, sur l'évidence environnementale, il faut essayer d'avoir des réseaux moins fuyards, de façon à économiser la ressource. Indépendamment de savoir ce qu'elle sera dans le futur, c'est une bonne pratique, c'est une évidence. Sur la réduction de l'imperméabilisation de l'espace, c'est pareil, moins on imperméabilise de l'espace, dès aujourd'hui, moins on aura de ruissellement et donc moins potentiellement on aura d'inondations catastrophiques. C'est la difficulté de la problématique climatique, c'est qu'elle nous oblige à nous projeter dans le temps, elle nous oblige à nous projeter dans le long terme.
Alors que bien souvent, on est obligé aussi de raisonner court terme, ne serait-ce que pour des enjeux financiers, sociologiques évidents. Et donc, on ne peut pas rester sur le court terme. Et puis, sur le long terme, on a quand même des incertitudes. Donc, il faut essayer toujours pareil, d'essayer de trouver un équilibre entre une bonne pratique dont on sait très bien qu'elle est indispensable et qu'elle ne posera pas de problème. Donc, ce qu'on appelle les pratiques sans regret. Et puis, une projection climatique sur un avenir qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on sait quand même plus pénalisant. Donc, typiquement, si on prend par exemple la question de l'élévation du niveau de mer, supposons que quelqu'un veuille rehausser, enfin consolider un quai de port, il sera quand même plus prudent de caler la côte de ce quai-là à plus d'un mètre, puisqu'on sait que de toute façon, il y a pas mal de chances pour que cette surcote arrive. Donc il est évident qu'il faut continuer à développer les économies d'énergie et les énergies nouvelles et renouvelables, donc la maîtrise des émissions. Et puis à côté de ça, on a tout le champ de l'adaptation au changement climatique, qui est un champ intéressant parce qu'en fin de compte, cette thématique climatique qui est souvent abordée sous un angle global, là on a la possibilité de la reprendre à son compte au niveau local. Puisqu'en fin de compte, l'adaptation au changement climatique, c'est qu'est-ce que je vais faire localement pour m'adapter, pour rendre résilient puisque c'est le mot psychanalytique qu'on choisit souvent, pour rendre résilient mon territoire face aux enjeux climatiques à venir. Et donc là c'est intéressant, c'est important, parce qu'on s'inscrit dans l'avenir et puis aussi parce qu'on se réapproprie en local une thématique climatique. En termes d'agriculture aussi, il faut s'adapter. Et là, à nouveau, la cinétique, la durée de vie est importante, puisqu'en fin de compte, on ne va pas travailler de la même façon si on est sur des cultures annuelles, ou alors si on est sur du fruitier, sur de la vigne, où on s'inscrit dans la durée. On ne plante pas une vigne pour un an, évidemment, ou des oliviers pour un an. Donc là, à nouveau, au niveau de la pratique agricole, il y a une vraie réflexion à avoir au niveau de l'agriculture, des agriculteurs, des techniciens de l'agriculture, des chambres, etc., de savoir quel va être le futur climatique de mon territoire et comment je m'adapte à ce futur climatique en fonction de la production agricole que je vais avoir.